Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Actu Matin. On va continuer à parler de ce qui fait l'actualité. C'est la présidentielle au Bénin avec notamment la présentation du projet de société du candidat de la mouvance. Les journaux reviennent largement là-dessus encore ce matin, décidément. Vous le verrez en tout cas par vous-même lors de la une des journaux tout à l'heure, mais aussi en détail avec la rue de presse qui va clôturer cette matinale-là. Et puis, on remettra le débat qu'on n'a pas pu faire hier avec les acteurs de cette rubrique-là. On va parler un peu de ce que pense faire le candidat de la mouvance s'il était élu au profit donc des médias au Bénin. Nous allons, mettons, rompre avec cette monotonie, faut-il dire comme ça, en donnant la parole à Jacques Débé, qui va nous proposer un autre sujet à débattre, à évoquer. L'homme s'est intéressé à ce classement opéré sur le continent et bien au-delà aussi. Il s'agit de ce classement qui positionne les diverses économies dans le monde. Et comme on pouvait s'y attendre, les États-Unis qui maintiennent leur première place dans le top, mettons, mondial. Et puis vous avez qu'en Afrique, l'Afrique du Sud se positionne en tête des économies les plus prospères sur le continent africain. Et comme on est béninois, on a cherché à savoir quelle est la posture, la position du Bénin sur ce classement-là, dans ce classement-là, pardon. Jacques Degbé vous en donnera des détails. Moi, je vais m'intéresser justement aux critères qui ont permis de faire ce classement-là. Les autres rubriques, vous les connaissez. Mettons les sports, le bulletin de l'information. Tout cela sera au rendez-vous. J'ai oublié de vous dire qu'on aura notre invité au téléphone, Ablaï Alassane Nourou, est acteur politique. Il est actuellement député à l'Assemblée nationale, ancien maire de la commune de Péréret. Avec lui, on va évoquer aussi l'actualité liée justement aux idées promises et projetées par Romuald de Wadaï pour le développement du Bénin. Bienvenue à tous. C'est ce qui fait la une dans le monde politique depuis hier soir. Fraternité l'a proposé en manchette, soutien au candidat de la majorité présidentielle, Chabi Yahi. La grosse pêche de Ouadagny, présidentielle du 12 avril 2026. Les grands axes du projet de société de Paul Ronquin. AME, dialyse, relancer les filières locales, rebâtir la fierté grâce à l'éducation. Fraternité a élaboré de grands et vastes dossiers dans son numéro de ce mercredi matin. Achetez le journal et découvrez ce que le challenger de Romuald Wadaï a en tête au profit du Bénin s'il était élu président. Les démocrates, bras de fer entre Achade et Rondete pour le contrôle du parti. Et puis un dernier titre, c'est une opinion de Jamila Idrissou Soulé, formé pour insérer durablement l'alternance, un levier stratégique pour l'emploi. Voici Gaskiani Info de Soglo Ayaï, la double bénédiction qui consacre Romuald Wadaye 109, politique sportive du prochain septennat. Wada impose les bases d'un Bénin champignon. Le journal Le Chronomètre, changement au gabarit sur les axes routiers du Bénin, les villes exposées à l'incivisme des conducteurs indélicats. Le journal L'Indépendant, modernisation du commerce local et les grandes dates de transition, le calendrier et les dates du transfert du marché dans Tokpa. Le journal L'Informateur, infrastructure sportive et marchande, Wadaï et les bases d'un Bénin champion. Matin libre, Bénin présidentiel de 2026, Chabi Yahi rejoint la vague Wadaï. Le journal La Boussole, présidence contestée, bicéphalisme et puis dérive en interne. Les démocrates plongent dans l'incertitude et s'exposent à une sanction fatale.
À Jatche News, après la présentation de son projet de société, Romuald Wadaï face aux étudiants de l'université d'Abou Bekalavi. La priorité, présentation magistrale de son projet de société, la preuve que Wadaï est vraiment préparé pour le job. La libération, pardon, revirement spectaculaire, Chabiyahi crée la surprise. Il a rallié Wadaï tourne donc définitivement à l'opposition. Le journal Nassiara, vainqueur après les élections, après l'élection d'Achadé. Voici le test qui donne tort à Eric Rondete. Le journal Le Routier, crise interne au sein de l'opposition béninoise. Les démocrates, l'élection de Nouanou Achadé entachée de soupçons de passage en force. Voici le confrère de la matinée, général Fructueux Baguidi, de l'art de la guerre au sommet du savoir. L'événement précis, projet de société du candidat à la présidentielle de 2026, voici les grandes mesures de Wadaï pour un Bénin plus sécurisé. Le journal Dabarou, agriculture, éducation, infrastructure, la magie Wadaï pour un Bénin prospère et stable. Nous passons à la fraternité pour la deuxième lecture, soutien au candidat de la majorité présidentielle, Chabiyahi, la grosse pêche de Wadaï, présidentielle du 12 avril 2026, les grands axes du projet de société de Rumpé, AME Dialyse, relancer les filières locales, rebâtir la fierté grâce à l'éducation. Paul Rumpé a beaucoup d'idées. Les démocrates, bras de fer entre Achadé et Rondete pour le contrôle du parti. Le journal vous donne un peu de lumière. Et puis, opinion de Jamila Idriss Soulé, formé pour insérer durablement l'alternance, un levier stratégique pour l'emploi. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous conseille vivement d'acheter Fraternité et d'aller à l'intérieur. Vous avez de grands dossiers d'analyse, de découverte, d'interviews, d'entretien au sujet donc des idées de Paul Rumpé, le challenger de Romuald Wadaï à la prochaine présidentielle. Fraternité a fait un gros travail professionnel, faut-il dire, en donnant justement la parole à l'homme qui n'est pas très visible, faut-il le reconnaître, dans les médias. Avant-hier, c'était donc Wadaï. Aujourd'hui, c'est Paul Rumpé pour l'équilibre professionnel. Et faut-il vraiment y insister? Paul Rumpé a véritablement beaucoup d'idées à partager avec les électeurs, en tout cas, en attendant que la campagne officielle s'ouvre dans quelques heures. Vous avez aussi d'autres éléments qui pourraient vous intéresser, notamment cette actualité avec le parti de l'opposition qui souffre actuellement. C'est un bras de fer entre Achadé et Rondete pour contrôler le sommet du parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que les deux réclament? Fraternité est allée comprendre ce qui se passe. D'un côté, Eric Rondete met en doute la régularité du processus qui a conduit à l'élection de Nouanou Achadé. Et puis, il a promis de restaurer l'ordre et la discipline de griffe sans dévoiler sa stratégie. De l'autre côté, les instances du parti qui campent sur la position et reconnaissent exclusivement l'autorité du nouveau président. Alors, cette fracture interne laisse désormais apparaître une situation assez inédite. Deux figures majeures revendiquent simultanément la direction du Parti Les Démocrates au risque d'ouvrir une crise politique aux conséquences imprévisibles pour l'avenir de la formation qui était déjà en position assez délicate. Achetez Fraternité, informez-vous. On va passer au bulletin de l'information avec Florence. Bonsoir Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Dans les titres du bulletin à suivre, nous avons l'avis de quelques acteurs, notamment au sujet de la riposte des États et l'apport des communautés qui sont des pièces maîtresses de la lutte contre la tuberculose. Ces acteurs notamment, et dont j'ai parlé tout à l'heure, sont au plan national et travaillent à lutter contre le mal. Ils ont célébré hier la 31e journée mondiale de lutte contre l'infection. On va en parler dans quelques instants. Et puis, d'une journée à une autre, on va parler de celle consacrée aux droits des femmes. Au niveau du bloc républicain de Porto Novo, on a bougé dernièrement. Dr Nadine Akogbeto a ici célébré les mérites de la gente féminine en appelant par la suite ses pairs à la mobilisation générale pour la victoire du candidat de la mouvance. On en a profité pour dire deux mots politiques. Voici le bulletin.
Je vous parlais justement de journée mondiale. On va parler de celle qui s'intéresse à la lutte contre la tuberculose. Il y a que les acteurs de diverses obédiences se sont retrouvés, Florence, pour commémorer cette journée-là. Oui, Tanguy, à la célébration de ce 24 mars du Programme national de lutte contre la tuberculose, le ministère de la Santé et les professionnels de santé, cette 31e édition cette année a pour thème Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose grâce à une riposte dirigée par les pays avec la contribution des communautés. Virgile Arodian. Cette 31e journée mondiale de lutte contre la tuberculose offre aux autorités publiques, professionnels de la santé, organisations communautaires, partenaires techniques et financiers et populations l'occasion de renouveler leur engagement. Les différents messages délivrés dans la cour du Centre national hospitalier universitaire de pneumophysiologie du Bénin dans ce cadre sont inspirés du thème retenu qui met en avant la capacité des pays à diriger la riposte contre la tuberculose avec la contribution des communautés. Le thème de cette année exprime le besoin urgent de respecter les engagements pris par tous les pays au niveau mondial pour mettre fin à la tuberculose. Le gouvernement du Bénin, en droite ligne avec les nouvelles orientations de l'OMS, voudrait assurer un accès équitable à la prévention et aux soins. Nous saluons les efforts du gouvernement qui, à travers le Programme national contre la tuberculose, a permis d'atteindre des résultats encourageants, notamment un taux de succès thérapeutique maintenu au-delà de 90%. Cependant, notre satisfaction ne doit pas se transformer en complaisance, car en 2024, le Bénin a détecté 4064 cas de tuberculose, ce qui représente une baisse de 6,5% par rapport à l'année 2023. Il se pose alors la problématique du défi lié à la persistance des cas de tuberculose multirésistante qui constitue une menace pour la santé publique. Le gouvernement réitère à cette occasion son engagement à intensifier la mobilisation des ressources au profit de la lutte contre la pandémie. Le cercle des enseignants du supérieur engagés se préoccupe de l'avenir de l'enseignement supérieur au Bénin. Ces acteurs du monde académique soutenant le duo Adaï-Talata pour la présidentielle d'avril nourrissent des réflexions sur les fondements d'une université plus performante en adéquation avec les défis du développement des universitaires. Des grandes universités publiques du Bénin ont pris part donc à l'atelier de Dassa Zoumain le week-end écoulé, consacré aussi aux réformes en cours dans l'enseignement du 3e degré. Akila Sitako et Socrate Anatole. Le cercle des enseignants du supérieur engagé a organisé un atelier de validation de la structure de l'Université du futur. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées depuis quelques années dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. Cet atelier représente une étape cruciale dans notre processus d'avoir une université citoyenne, accessible à toutes et à tous, car il nous permet de confronter nos analyses, d'échanger sur les recommandations et d'obtenir un consensus autour des résultats obtenus. Désormais, la population doit savoir ce que l'université lui apporte. Réunis autour d'experts, d'anciens chercheurs et d'acteurs du monde académique, les participants ont examiné les différentes propositions visant à repenser l'organisation et le fonctionnement de l'université béninoise. Les travaux en atelier ont permis de formuler des propositions de réforme pour améliorer la structure de l'université du futur. La restitution en séance plénière et la validation des rapports ont assuré une cohérence et une convergence des recommandations. La validation finale de la structure de l'université du futur traduit la volonté collective des enseignants du supérieur de construire une université capable de répondre aux exigences contemporaines de formation, de recherche et d'intégration dans l'économie numérique réelle. L'objectif de l'atelier était de valider une architecture institutionnelle capable de répondre aux défis contemporains de la formation, de la recherche et de l'innovation. Et donc ce rapport est un rapport qui sera mis en place pour pouvoir être versé aux candidats, différents candidats aux élections, afin que l'université du futur soit une réalité.
À l'issue de l'atelier, la structure proposée pour l'Université du futur a été validée par les participants. Les conclusions issues des échanges devraient servir de base pour approfondir la réflexion et contribuer à l'élaboration des politiques publiques en matière d'enseignement supérieur. L'association de développement de l'arrondissement de Bonté travaille à se conformer aux nouvelles exigences légales liées à l'organisation textuelle et pratique des associations et fondations au Bénin. Les membres se sont consacrés à la question au cours de la première assemblée générale extraordinaire de l'association Imet Elena Moussou. L'enjeu est stratégique pour la vie de l'association de développement de l'arrondissement de Banté à Dab. Réunie en urgence, ses délégués doivent s'approprier, examiner, amender et adopter le travail de toilettage des tests abattus préalablement par le comité ad hoc. Les modifications à opérer et à introduire aux tests fondamentaux sont une mise à jour conformément aux nouvelles dispositions légales régissant la vie des associations et fondations en République du Bénin. En tant que comité de relecture, notre mission a été d'étudier les mentions obligatoires des statuts tels que fixés par le décret numéro 2025-638 et de définir la méthodologie de mise en conformité des statuts de l'ADAB aux dites dispositions. Les nouvelles dispositions concernent notamment la gouvernance des associations, la transparence dans la gestion, les modalités d'adhésion, de fonctionnement, les mécanismes de contrôle interne et autres. Dans cette démarche de toilettage et de mise en conformité de ces tests fondamentaux, la DAB bénéficie de l'appui technique de la Fertière des associations de développement de la commune de Banté. Je reste donc convaincu qu'ensemble, dans un esprit de dialogue, de solidarité, de fraternité, d'engagement pour le développement de Banté, nous saurons prendre les bonnes résolutions afin que Banté sorte de l'ornière. Quel que soit le travail des services de la décentralisation, je pense que tout développement doit partir d'abord des associations de développement. Et l'ADAB, depuis que c'est installé, nous suivons et ça doit faire école dans tous les arrondissements pour que chacun se conforme. Après les débats en commission et en plénière, les tests modifiés de la DAB ont été adoptés. Ce pas franchi évite à l'association de probables difficultés administratives et juridiques. Aussi, mandat est donné au président en exercice de finaliser dans les délais le processus entamé. Le mouvement des jeunes pour la continuité et le progrès a lancé officiellement ses activités le week-end dernier. Les populations de Zé se mobilisent pour porter au pouvoir le 12 avril prochain Romuald Wadaï. Il justifie le choix par la nécessité de poursuivre et de consolider les avancées de la gouvernance talon avec son dauphin Vigile Arodé. Ils disent être réunis pour soutenir la vision d'une personnalité dont le parcours, la détermination et l'engagement au service du Bénin sont largement reconnus et partagés. Romuald Wadaï peut compter sur les populations de Zé en ordre de bataille derrière le président du mouvement des jeunes pour la continuité et le progrès. Florent Barayansi lance ici à Zungbomé le MJCP qui entend défendre avec Wadaï l'héritage laissé par le président Talon à travers plusieurs actions. Défendre les acquis du développement, promouvoir la culture et l'excellence et du mérite, encourager l'entrepreneuriat et l'innovation, renforcer l'engagement citoyen et la participation politique responsable. Loin d'être une répétition aveugle, la continuité prônée au MJCP s'apparente à la consolidation des bases déjà posées. Pour les initiateurs, Wadaï reste le meilleur profil face aux défis liés à l'emploi, au numérique, au changement climatique et à la sécurité. Il apporte une réponse cohérente et ambitieuse à ces défis à travers 3 grandes priorités de son projet de société. Le bien-être social pour tous, une économie diversifiée et compétitive, la cohésion nationale et la sécurité. Dans une dynamique de solidarité, plusieurs coordonnateurs communaux et d'arrondissement des démocrates de la 6e circonscription électorale ont officialisé leur adhésion au MJCP pour la cause Wadaï Talata. Le bureau communal du parti Les Démocrates et l'ensemble des arrondissements se lèvent comme un seul homme pour porter un message clair. Le développement de nos infrastructures et la modernisation de notre pays doivent se poursuivre sans interruption. Dans la foulée, plusieurs autres mouvements, dont les engagés pour un développement durable, ont également rallié le MJCP.
Pour cette élection présidentielle, l'arrondissement d'Akoriha, situé dans la commune de Komé, a fait son choix et c'est le duo candidat Romuald Ouada et Mariam Chabi-Talata Zimé. Ce choix est indiqué par le creuset des ambassadeurs et leader d'Akoriha, parrainé par Jeanne Akakpo, personnalité politique de la localité. Tout a été officialisé dimanche dernier à la faveur d'un meeting. Nassissa Alossé. Unis et engagés autour de leur fille, Jeanne Adambiokou épouse Akakpo pour la poursuite de la dynamique en cours au Bénin depuis 2016. Et l'arrondissement d'Akoriha donne ici la preuve avec une mobilisation historique. En répondant massivement à cet appel, vous démontrez que la communauté d'Akoriha reste debout, consciente des enjeux et prête à prendre toutes les places dans l'histoire politique de notre nation. Durant toute une décennie, les portes de nos rêves se sont majestueusement ouvertes et que la fierté d'être béninois ne se dispute point. C'est un acquis qu'il faut sauvegarder. Pour l'échéance électorale du 12 avril prochain, l'option est faite ici de choisir le candidat Romuald Ouadani avec un défi. Il a un devoir encore plus grand et sacré, aussi pour vous que pour moi, chers frères et sœurs d'Akoriha, de nous mobiliser fortement autour de son élection et pour la réussite de son mandat. L'objectif fixé par cette femme leader de la région est que les 8000 voix d'Akoriha soient acquises par le candidat de la majorité au pouvoir. Objectif que partagent ses alliés venus du Koufou voisin. Le candidat Romuald Ouadani est du Grand Mounou. Si le Zou, Borgo Alibori, demain fait un record plus que le Grand Mono, ça sera une honte pour nous. Les signaux sont ainsi tracés pour un fort taux de participation à Akoriha à l'issue de ce scrutin. Jeanne Adambiokou Akakpo, elle, tient le pari avec un parcours politique qui suscite fierté et admiration. C'est une battante. Je vois les coups que tu reçois, mais elle a cette force de se relever aussitôt. Je vous remercie d'être venu la soutenir. Un soutien populaire rythmé de bains de foule, symbole d'une cohésion fraternelle retrouvée à Akoriha, jadis grand centre commercial du sud Bénin. Les femmes du bloc républicain de Porto Novo ont célébré la Journée internationale des droits de la femme en différé. C'est une initiative de Dr Nadine Aïssi pour célébrer autrement la femme. La commémoration s'étend aussi comme un appel à la conscience pour que les femmes prennent toute leur place dans les sphères de décision afin de contribuer au développement. Emma Houdon. Sous le leadership du docteur Nadine Akogbeto Aïssi, ces femmes du bloc républicain se sont réunies pour se célébrer dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de nous célébrer autrement. Autrement pourquoi? Autrement parce que la femme ne se résume pas en une seule date. Autrement parce que la femme n'est pas une circonstance. Autrement, parce que notre engagement ne doit pas être ponctuel mais permanent, parce que la femme est une puissance. Selon le docteur Nadine Akogbeto, la femme doit prendre conscience de sa puissance pour mieux s'imposer dans les sphères de décision et contribuer au développement. Camarades militantes, mesdames et messieurs, l'heure est plus que jamais au renforcement de notre engagement politique et à une mobilisation plus accrue des femmes. L'heure à la responsabilité, à la conquête des espaces de décision, à l'autonomisation économique des femmes et à la valorisation du potentiel féminin. Unies, les femmes peuvent accomplir de grandes choses, notamment lors de la prochaine élection présidentielle. C'est ensemble, unis et stratégiquement organisés, que nous porterons la victoire du duo Ouadani Talata, que je vous prie d'ovationner une fois encore. Cette victoire ne sera pas seulement politique, elle sera celle de notre courage, de notre foi à un avenir meilleur pour nous-mêmes. La façon dont vous êtes unis autour de Dr Aïssi ce matin m'a émerveillée et je voudrais que ça continue comme ça.
Des communications sur le don de sang, le leadership féminin et l'engagement politique ont meublé cette célébration de la GIF qui a été clôturée dans une ambiance festive. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Très beau travail ce matin, présentation à Florence Bossa. Merci beaucoup d'avoir donc servi le bulletin d'information de ce matin aux téléspectateurs. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée, Tanguy. Mesdames et messieurs, mon invité au téléphone a déjà décroché mon appel. Voici donc le député Nouhoum pour nous répondre sur nos questions. Alassane Nouhoum, député à l'Assemblée nationale, il a été maire de la commune de Pereira. Au plan professionnel et scientifique, c'est un agronome. Monsieur Nouhoum, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Merci beaucoup d'avoir décroché mon appel ce matin. Avec vous, on va échanger au sujet des idées contenues dans le projet de société de Romuald Wada. Vous l'aviez suivi certainement dans sa prestation du samedi dernier. Quel premier sentiment cela vous a inspiré? Merci beaucoup. J'ai suivi le projet de société. J'étais invité, j'étais au palais des congrès. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a eu plusieurs innovations au niveau donc, de ce projet de société. Vous savez, M. Wadaï, c'est vraiment un technocrate qui connaît la maison. Et en parlant donc de son projet de société, vous voyez, il a parcouru tout ce qu'il y a comme secteur d'activité, tout ce qu'il y a comme secteur de vie dans le pays, en passant par la santé, l'agriculture, la décentralisation, pour ne citer que cela. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est de dire aux Béninois de faire confiance à ce candidat-là. Une fois élu, il aura beaucoup de transformation, beaucoup d'innovation dans ce qu'il veut faire. On va attendre d'abord que la campagne électorale s'ouvre pour leur demander de faire confiance vraiment à ce candidat. Mais alors, quelle est, je dois dire, l'idée majeure de l'ensemble qu'il a proposé, qui vous a fondamentalement accroché? Alors, merci beaucoup. C'est vrai, nous devons attendre la campagne s'ouvrir d'ici 24 heures pour pouvoir donc demander aux Béninois de faire confiance. Mais, vous voyez, quand nous prenons le secteur de la santé, vous voyez, il propose qu'il ne serait plus normal qu'un malade attende de payer avant d'être pris en charge. C'est vraiment une très bonne innovation. Parce que tout ce que nous disons, vous parlez de développement, il faut avoir d'abord le capital humain. Oui, absolument. Et qui parle de capital humain, parle d'abord donc de la santé qui est une priorité. Ça, c'est la première idée qui m'a vraiment très plu par rapport donc à ce projet de société. Mais est-ce que vous vous êtes demandé comment cela pourra se faire? Parce que justement, l'époque où l'État est serviteur et offre tout gratuitement, cette époque est révolue, non? Non. En fait, le candidat, dans son explication, ne dit pas que ça sera gratuit. Ok. Nous ne pouvons même pas prétendre avoir donc la prise en charge gratuite sur toute l'étendue du territoire national. C'est ça. La préoccupation, c'est de dire que lorsqu'un patient arrive dans un hôpital, on n'attend pas d'abord ses parents payer avant de le prendre en charge. On le prend en charge et après, on verra comment il va régler la facture. Ça, c'est déjà une avancée. Ah oui? La deuxième chose... Oui, allez-y. Oui. La deuxième chose, c'est de dire, écoutez, il a proposé la mise en œuvre, c'est les Béninois. Si les Béninois accompagnent cette idée, pour ne plus laisser les plus indigents dans des difficultés, ça va réussir. Mais lorsque les Béninois vont dire, oui, voilà, il a proposé, nous allons saboter, nous n'allons pas prendre ça en compte, bon, quand il ne veut pas payer, nous n'allons pas faire, mais c'est lui qui est le président de la République, c'est lui qui sera élu, et c'est lui qui doit savoir quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour permettre la mise en œuvre au plus profond du village de notre pays. C'est ça. C'est ça qui fait que la deuxième idée qui m'a plu, c'est la question du développement régional en 6 pôles. Lorsque vous prenez ces 6 pôles, ça veut dire qu'il mettra donc des structures en place qui vont permettre donc de mettre en œuvre tout ce qu'il aura comme politique au niveau national et au niveau départemental pour aller maintenant au niveau donc
suivi, le Béninois n'arrive toujours pas à accomplir ce qu'on nous demande. Et pour vous, cette option de développement régionalisé du Bénin pourrait être efficace quand on sait que l'État central a parfois tendance à aller directement intervenir dans les localités. Vous aviez été ancien maire, vous êtes ancien maire de Pereira, et vous savez quelles sont les difficultés justement à collaborer directement avec l'État central. Oui, en fait, c'est pour parer à cette difficulté que le candidat Ronald Wadaï a vu de faire donc un découpage de 6 pôles de développement régional. C'est ça. Alors, lorsque vous êtes maire d'une commune comme Pereira, et que vous avez donc des problèmes au niveau de l'État central, que vous devez faire 600 km avant de pouvoir trouver l'interlocuteur avec qui discuter pour poser le problème, ça pose un problème. Mais si déjà il sent la nécessité de créer notre pôle de développement au niveau régional, ou quand le maire quitte sa commune, au lieu d'aller à Cotonou pour voir l'État central, il est à côté de son département, il a déjà un interlocuteur qui va regrouper tout ce qu'il y a comme développement, tout ce qu'il y a comme représentant de l'État central au niveau régional. Le problème sera résolu. Ça va trouver un début de solution. C'est mieux que à présent où nous quittons les communes pour aller chercher les représentants au niveau central. Alors, il y a une question qu'on peut se poser quand même. À quoi serviront alors les actuels préfets qui sont élus? Non, qui sont désignés, je veux dire. Les actuels préfets sont là. Ils sont représentants de tous les ministres. C'est ça. Oui, individuellement. Ça veut dire que dans la mise en œuvre des pôles de développement régional, il va associer les techniciens adaptés à chaque préfet qui vont coordonner les activités donc, de chaque secteur. C'est ça. De toute manière, en lisant en profondeur, vous verrez que les préfets ne vont pas disparaître, mais on veut créer donc des pôles pour permettre aux citoyens éloignés du niveau central pour pouvoir trouver d'avoir des interlocuteurs la solution à leurs problèmes. Alors, la commune de Pereira, c'est dans le département du Borgou à Libori qui va se retrouver certainement donc dans cette région-là. On parle de développement régionalisé. Quels pourraient être les éléments sur lesquels il faudra fonder le développement dans cette région-là pour pousser, je dois dire, ces localités-là à aller de l'avant selon vous? Vous savez, les deux départements, c'est des départements qui sont confrontés en priorité au problème de pistes rurales. Et nous pensons quand même qu'avec ce développement régional, que ce soit la Tirate qui est à Cotonou, si on trouve un démembrement au niveau donc, des départements du Borgou et de la Libori, les pistes trouveront beaucoup plus de solutions qu'actuellement. On a dit aussi qu'on va faire un développement industriel, un développement touristique. Parlons déjà de l'industrie. Quel type d'industrie pourrait-on implanter dans cette région-là pour fouetter le développement à votre sens? Alors, les départements du Borgou et de la Libori en général sont des gros producteurs. Et l'industrie qui va s'occuper de la transformation donc, des produits agricoles au niveau local permettra donc le développement et créera des emplois à nos jeunes au niveau de cette zone-là. Donc, nous prenons par exemple le soja, et auparavant, c'était la commune de Pereira qui était la première productrice de soja. Et lorsque nous aurons une usine, cela va motiver mieux les producteurs que d'aller vendre nos produits bruts à l'extérieur. Ça va développer l'économie locale, ça va créer des emplois et ils n'auront plus l'idée de dire, bon, nos produits sont transportés ailleurs, mais nous n'avons rien, nous ne gagnons rien. Ils verront comment les produits ont contribué à la création des emplois des jeunes, comment le chômage va être résorbé, parce que, faut pas se mentir, il n'y a pas un pays où il y a un taux de chômage zéro, mais ça va réduire un peu le taux de chômage parce que ces usines vont utiliser les jeunes au niveau local. Et ils ne seront pas trop dépaysés par rapport au fait que certains ont été pris au niveau de la zone industrielle de Gros-Tibé, mais lorsqu'ils font les calculs de ce qu'ils gagnent au niveau de cette industrie et ce qu'ils mettent dans le train de vie, ça ne permet pas de voir comment les parents, ces petits enfants ont été pris en charge.
Alors, au-delà de l'industrie, le projet de société de Romuald Wada pense, en tout cas dans la création de ce pôle de développement, pense au tourisme. Et quand on évoque le tourisme au Bénin, généralement, on reste à la fois dans la partie méridionale, un peu dans la partie centrale du Bénin, autour des collines. Et puis, pour ceux qui sont davantage curieux et courageux, ils vont directement dans l'Atakora, à la fois pour la nature qui est là-bas, mais aussi pour le parc W et la possibilité d'aller faire de la chasse. Rarement, on pense au département du Borgo et de la Libori. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à valoriser là-bas aussi? Oui, pour ceux qui ne connaissent pas la nouvelle maison de la Gani, les Européens qui visitent dans les sites internet, on trouve un intérêt et ils viennent même. Et il y a beaucoup de sites touristiques qui retracent l'histoire de notre pays. Lorsque vous passez par les sites touristiques de Bonuki dans la commune de Pereire, les sites touristiques de Sakayeruma, c'est toujours dans la commune de Pereire, les sites touristiques de Maakaima dans la commune de Silandé. Mais je vous rappelle que nous, quand on était aux affaires avec l'association de développement des communes du Bénin, nous avons initié comment dirais-je, des sites touristiques pour ces 8 communes. Oui. Qui vont quitter peut-être Tchaourou, passant par Pereire, aller à Neki pour voir la maison de la Gani, oui. Aller par Sinandé et sortir par le mausolée de Bioguera. Donc, cela veut dire, avec ce que le candidat essaie de proposer, cette partie aussi va développer le tourisme pour les Béninois et pour aussi les gens qui vont venir de l'extérieur. Monsieur Nouroum, le candidat a pensé à une retraite pour les producteurs. Vous êtes originaire d'une commune où on a de gros producteurs, mais dont le soir de vie n'est pas vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là et est-ce qu'elle est vraiment réaliste quand on voit un peu la configuration actuelle, je dois dire, et le profil actuel des producteurs et le contexte économique aussi dans lequel ils vivent? Bon, sans vous mentir, je vais vous dire que c'est ça le Béninois. Nous sommes toujours dans l'imagination que ce que l'on propose, ça ne va pas marcher. Écoutez, dans un pays comme le Bénin, qui a pour économie, base de l'économie, l'agriculture, c'est normal que nous pensions à nos producteurs. C'est vraiment très normal. Et je pense que c'est vraiment faisable. Parce que les producteurs ne veulent que qu'on s'intéresse à leur mode de vie, oui. Comment ils font la production. Et dès que le candidat sera élu, il va s'intéresser à ça et nous pensons que quelque chose doit être fait. Parlons politique. Le taux de participation aux élections est en nette chute aujourd'hui. Monsieur le député, qu'est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut faire pour sortir les Béninois le 12 avril prochain, en tout cas ceux qui sont en âge de voter? Les signes ne sont pas bons. Bon, en fait, nous allons faire de la mobilisation du corps à corps. Nous allons rentrer de maison en maison pour mobiliser les citoyens. C'est vrai qu'au Bénin, aller voter n'est pas obligatoire. Bon, mais les Béninois doivent comprendre que nous sommes en train de partir pour 7 ans. Et ils doivent pouvoir apporter leur pied à l'édification. Aller voter, c'est un acte du citoyen. Donc, nous ne devons pas laisser montrer que ce que nous voulons faire là, le plan international n'est pas intéressé par tout le monde. Donc, nous devons faire donc de la mobilisation de maison en maison, de village en village pour quand même demander aux citoyens de sortir pour voter. C'est vrai que la liste électorale que nous avons actuellement, telle que ça a été mise à jour, il y a des jeunes qui ne savent pas qui doivent aller voter. Donc nous devons les sensibiliser. Tous les jeunes qui ont déjà 18 ans à la publication de la liste doivent pouvoir sortir. C'est ça qui justifie le taux qui est vraiment un peu bas. Mais avec la sensibilisation, avec donc des animations de maison en maison, le taux de participation sera amélioré. C'est ça. De toute façon, au niveau de la 8e circonscription électorale. Un mot pour finir. Pardon?
Un mot pour finir l'entretien. Un mot pour finir. Je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer un peu par rapport à tout ce que vous avez envoyé comme idée de projet de société. Et j'exhorte donc les Béninois à accompagner pour que le Bénin, lorsque vous sortez, vous voyez que le Bénin a un niveau donné. C'est nous, Béninois, qui diabolisons pour dire que le Bénin, ça n'évolue pas. Mais ailleurs, dans les pays, quand vous parlez du Bénin, ils écartent les yeux pour vous regarder, pour dire, ah, vous avez la chance, le Bénin est parti. Allez-y à côté au Nigeria ici. Dites que si on pouvait leur passer notre président de la République, ça leur fera plaisir. Donc voilà, j'exhorte donc tous les Béninois qui me trouvent ce matin d'accompagner le projet de société donc, du candidat Ahmed Wadahi pour la continuité donc, du développement de notre pays. Salah Sanou, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes ancien maire de la commune de Perere, vous êtes un agronome de formation. Vous étiez donc en direct depuis Parakou sur ce plateau. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée, oui. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, voici les sports. On va ouvrir avec du football ce matin. Candide, bonjour. Et on va prendre des nouvelles des nôtres. Il s'agit notamment des Guépards qui ont officiellement engagé le stage. Ils ont commencé déjà au Maroc. C'est bien cela, Tanguy. Le tout premier rassemblement pour les Guépards du Bénin après leur dernière apparition sur la scène, c'était justement au Royaume Chérifien à l'occasion de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations où ils ont été éliminés aux portes des quarts de finale. À Casablanca, la bande à Ghana a effectué ce mardi sa toute première séance d'entraînement sur la pelouse, sur le terrain annexe du stade Mohamed V de Casablanca. Une séance qui intervient quelques heures après donc celle de réveil musculaire tenue un peu plus tôt en salle à leur quartier général. La séance de l'après-midi a été assez rythmée et partagée entre intensité physique et travail technique qui étaient présents à cette séance. Il faut le dire, les tout premiers joueurs ayant rallié le camp. Il s'agit entre autres des 3 gardiens de but convoqués: Marcel Dondinou, Sartuna Alagbe et Serge Obassa. En défense, nous avons Rachid Moumini, Tamimou Wourou, Charlemagne, Azointole, Jordan Lawson, Samadou Atidikou, Mohamed Tidjani, Rodrigue Fassino. Au milieu de terrain, nous avons Gisna Ododo Dodokou, Imran Hassan, Rodrigue Kossi, et puis comme attaquant, Stimouni, le capitaine, le néo-guépard Michel Boni, et bien entendu Saïd Ngobi, et sans oublier Tossin Egon, Junior Laïtan, Felipe Santos qui fait son retour en sélection, et puis Prince Ricardo Dossou. Après cette séance d'entraînement, d'autres joueurs ont rejoint le groupe un peu plus tard, dont Jodé Dossou, Matteo Alembi et Johan Roche. Le groupe se retrouvera ce mercredi pour une nouvelle séance d'entraînement sur la pelouse du stade Andes Mohamed V à Casablanca, afin donc de poursuivre Tanguy la préparation des 2 matchs amicaux en vue contre le Libéria et la Guinée, respectivement les 27 et 31 mars prochains. On va revenir au Bénin. Oui. On va parler de la 11e journée de la Ligue 3 qui est programmée pour ce mercredi, avec notamment à plein feu sur le groupe A. 5 matchs à suivre dans le cadre donc de cette 11e journée de la Ligue 3 masculine saison 2025-2026 au niveau de la poule A. Pour ces 5 rencontres à suivre à partir de 16h, l'équipe d'Abisport va recevoir dans son entre à son homologue de la jeunesse athlétique de Mistrité. Pendant ce temps, les jeunes de CFS seront en déplacement sur le terrain de l'Est à Léopard. Talon Football Club sera face à l'équipe de la jeunesse sportive de la Vallée. Et Ouedja FC va défier l'équipe de la jeunesse sportive de Ouida. Et puis Anovi Football Club va disputer les unités avec Tambour FC d'Adiara. Au niveau de cette poule, avant donc ces différentes rencontres comptant pour la 11e journée, le classement est dominé par Étalon Football Club avec un total de 19 points au compteur, en gros différentiel de plus 9. La jeunesse athlétique de Mistrité est 2e sur le classement avec 18 points au compteur, 1 point de moins au compteur pour SFS qui boucle le top 3 au classement. L'Est Léopard est 4e avec autant de points au compteur. Abisport 5e avec 13 points au compteur, autant de points au compteur pour la jeunesse sportive de la Vallée. La jeunesse sportive de Ouida, Tambour D'Adiara et puis Ouedja est respectivement 7e, 8e et 9e avec tous 10 points au compteur. Et puis Ainovi Football Club garde la lanterne rouge avec 9 points au compteur, un goal différentiel de -3.
On va parler basket. Ouais. On va s'intéresser maintenant à la discipline de la balle au panier. La phase retour de la première étape du championnat professionnel va s'ouvrir aussi mercredi. Avec 10 rencontres à suivre au total, dont 5 au niveau de la conférence Nord, 3 au niveau des messieurs, pour être plus précis, au cours donc de cette 6e journée de la Ligue professionnelle de basketball de cette saison. Panthère BBC chez les messieurs va défier Bosco Star sur le terrain de Don Bosco. Pendant ce temps, l'US Gema va défier son homologue de l'Est de l'Aspal Renouveau. Aspal BBC sera face à son homologue de Lungun Basketball Club. Chez les dames, toujours au niveau de cette conférence Nord, Associé va défier Cavalier, et puis Cabas BBC va disputer les paniers avec son homologue de Kobourou sur les installations du terrain de l'HECM de Parakou. Au niveau de la conférence Sud, comptant donc pour cette 6e journée de championnat, 5 rencontres à suivre au total également au niveau de cette zone sud, dont 3 au niveau des hommes. Au niveau des messieurs, Énergie BBC sera face à son homologue de la Renaissance Basketball Club. Avant, Omnisport sera donc aux prises avec l'équipe de AOL Basketball Club, et puis Elan Coton BBC va défier Aspac BBC. Et puis au niveau des dames, Elan Coton Basketball Club va défier Aspac Basketball Club. Pendant ce temps, Énergie va disputer les paniers avec la Renaissance BBC. Toutes ces rencontres de la zone sud se dérouleront sur les installations du Roi des Aloisiers Sport de Cotonou. On continue de parler basket. Ouais. On va donc parler du Bénin qui sera présent à l'édition 2026 des championnats d'Afrique de la discipline en fauteuil roulant. Une compétition qui s'ouvre dans quelques jours à Luanda, en Angola. Elle va se dérouler en format 3 contre 3 et 5 contre 5. Logés dans la poule A, les représentants béninois vont défendre les couleurs nationales face à leurs homologues du Maroc, du Libéria, de l'Algérie et de la République démocratique du Congo, sans oublier l'Angola, le pays hôte. Et en prélude à la compétition, le Bénin a pris part aux examens de classification, une étape essentielle avant donc le début de la compétition. Il s'agit des évaluations qui permettent de classer chaque joueur selon son niveau de capacité fonctionnelle en lien avec son handicap, et cette classification s'établit sur une échelle allant donc des joueurs présentant un handicap plus lourd, c'est-à-dire à savoir donc la mobilité est très limitée, et ceux ayant un handicap plus léger, pour ainsi dire une mobilité proche d'un joueur valide. On va souhaiter bonne chance aux représentants béninois. Et puis d'une sélection à une autre, retenez que 5 athlètes pratiquants de Wushu sont actuellement à Tianjin pour défendre les couleurs nationales au 10e championnat du monde de Wushu junior. Après donc une brillante participation du Bénin au récent championnat d'Afrique de la catégorie, sa sélection nationale fera face à un autre défi, celui de défendre les couleurs nationales sur la scène mondiale avec la même détermination. Eh bien, la délégation a bougé de Cotonou en fin de semaine écoulée et séjourne déjà en Chine, où se déroule cette 10e édition du championnat du monde junior de Wushu jusqu'au 31 mars prochain. Ces athlètes auront donc la chance de faire face à des filles de proue de Wushu mondial pour disputer les places sur les podiums. Mais au-delà des médailles bien entendu à convoiter, il s'agira aussi pour eux de défendre leur talent et donc d'acquérir de l'expérience sur un terrain de haut niveau. Allez, d'une discipline à une autre, au niveau des autres fédérations, la relève continue d'être affûtée. Eh bien, on continue de préparer la relève au niveau précisément de la Fédération béninoise de natation. Le week-end écoulé, on a assisté à la 9e édition de la compétition dénommée les futurs champions, une initiative donc de l'association Les Élites de natation sous l'égide de la Fédération béninoise de la discipline qui se tient en début de chaque année et prépare les participants pour les compétitions de la saison amorcée. Elle a réuni cette année près d'une centaine de participants venus de plusieurs clubs de divers contrées du pays et des participants venus du Togo. Voici les futurs champions de la natation béninoise et sous-régionale. De jeunes pépites passionnés des sports aquatiques qui nourrissent ici leur passion tout en se préparant pour une saison sportive réussie. Dans le bassin, plus de 60 jeunes nageurs de 6 à 17 ans venus de plusieurs clubs franchissent un nouveau cap. Ils amorcent une nouvelle étape dans leur préparation à la carrière d'athlète
et pour des compétitions internationales. Durant toute une journée, ils ont participé à plusieurs épreuves sur lesquelles ils ont démontré leur talent et leur niveau de progression sur les distances respectives. C'est un brassage entre les clubs, les différents clubs, et ça leur permet d'avoir une idée du travail qu'ils font au séance d'entraînement et de ce que ça peut donner lorsqu'ils iront à des compétitions. C'est pour la première fois qu'on a dépassé la barre de 60 nageurs. Et ces 60 nageurs, il y a des nageurs qui viennent des régions voisinantes de Cotonou, d'Avrancourt, de Soava, Cotonou-Avion et c'est du Togo. Chez les minimes de 6 à 7 ans, Ishola Liana Ife et Monrou Nia Kenya dominent les 25 mètres brasse et nage libre respectivement chez les filles et chez les garçons. Au niveau des athlètes de 15 à 14 ans, Wala Solim Grace s'impose aux 100 mètres brasse chez les filles et Agouda Abdou aux 100 mètres dans la catégorie des garçons. Du côté des espoirs, Padonou Seive inscrit son nom au palmarès en s'imposant sur les épreuves du 50 mètres et 200 mètres nage libre, 50 mètres papillon et le 4 x 200 mètres nage libre. L'épreuve des relais est dominée par les nageurs de Elite Club de natation du Togo qui devancent sur le podium Cercle des Colombes de Porto Novo et Association sportive Les Élites de la natation de Calavi, respectivement 2e et 3e. Au départ, j'avais un peu de doute à ne pas améliorer mes temps, mais avec la suite, j'ai pris confiance en moi et j'ai eu le bon résultat. Le niveau, il est bon. Surtout dans d'autres catégories, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de niveau et c'était vraiment oui. Nous sommes venus ensemble pour venir voir les meilleurs 200 mètres nage libre. La compétition s'est déroulée très bien et j'ai vu les talents des autres. Ils ont bien nagé. Beaucoup de stress, mais bon, au fur et à mesure, ça diminue et c'est bien, ça s'est bien passé. Avec la participation des athlètes venus du Togo, les jeunes nageurs béninois ont élevé leur niveau pour pouvoir inscrire leur nom au palmarès des performances de cette 9e édition du Challenge de natation Les Futurs Champions. Une nouvelle édition qui aura tenu toutes ses promesses et qui représente un nouveau pari gagné pour l'association Les Élites de la natation qui tient à la préparation de la relève. On va finir ce matin avec une autre actualité également du week-end. Le Comité national olympique et sportif béninois a procédé samedi dernier à la célébration des femmes sportives en marge donc de la Journée internationale des droits de la femme. Il n'était pas question d'une fête au sens du thème, mais il a été question d'une journée riche d'échanges, mais aussi de réflexions constructives pour un avenir prospère des jeunes filles et femmes pratiquantes du sport. Une journée de partage et d'ateliers divers assis sur le thème 3, justice, action pour toutes les femmes et les filles durant toute une journée. Athlètes et anciens athlètes, athlètes olympiques et athlètes en pleine progression, sans oublier techniciens. Bref, un mélange de plusieurs générations de filles et de femmes sportives ont répondu présentes pour bénéficier de plusieurs panels et participer à plusieurs débats au sein des travaux de groupe. En gros, elles ont pris la parole pour discuter en vue de formuler des recommandations et trouver la stratégie à mettre en place pour donner aux filles la capacité de venir au sport, mais aussi qu'elles puissent y demeurer et non partir à cause d'un incident de parcours. L'objectif était clair, à faire justice aux femmes et surtout aux filles et femmes sportives. Elles s'inscrivent dans une dynamique de transformation où la parole se veut un véritable levier de changement. Au cœur des échanges, une problématique s'est axée sur la question de la libération du potentiel des femmes dans le sport. Un second panel a abordé la question de l'intégration du genre dans les métiers techniques du sport, un défi majeur dans un secteur encore largement dominé par les hommes. Les différentes interventions ont mis en avant donc la nécessité de former, d'encadrer et surtout d'encourager les jeunes filles à s'orienter vers ces différentes filières. On écoute ici quelques participantes au thème donc de cette journée de réflexion. Montrer beaucoup de profils marquants, je dirais de personnes qui ont participé à l'évolution du sport tel qu'il est aujourd'hui dans diverses disciplines et de faire également du réseautage parce qu'on a pu rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer en dehors de ce cadre-là. Et il a été question de
comment dans l'ensemble les femmes évoluent dans le sport, comment nous apprendre à mieux évoluer, les compétences qu'il faut développer en dehors du sport, au niveau social, comment se comporter avec, je dirais, nos alliés masculins, puisqu'il y a des hommes qui sont pour la valorisation du sport béninois féminin et qui œuvrent dans ce sens-là. Donc, comment travailler avec eux? On a pu rencontrer des championnes qui ont été aux Jeux Olympiques et c'était vraiment magique de pouvoir échanger avec elles. Il y a également des personnalités. On s'est rendu compte que le sport n'exclut pas de pouvoir réussir sa carrière professionnelle et je pense que ça encourage et ce serait intéressant justement de mettre en avant ces profils-là, de les faire mieux connaître pour que les filles d'aujourd'hui, nos sœurs, puissent comprendre que faire le sport ne les empêche pas d'évoluer au niveau de leur carrière, ne les empêche pas d'avoir une famille, une vie de famille réelle. C'est vrai que lorsqu'on dit la GIF, tout le monde voit la fête. Mais fondamentalement, c'est tout au moins une journée dans l'année où on doit faire une pause, réfléchir, l'état des lieux et quels sont justement les plans à dérouler ou quelle est la marche à faire pour aller de l'avant. Et je crois que cette journée s'inscrit dans cette logique. Et les femmes, en tout cas les femmes sportives béninoises, ne peuvent qu'en remercier le Comité national olympique et sportif du Bénin. Vous allez le voir sur les images, les travaux de cette journée de réflexion et d'échange organisée donc par le Comité national olympique et sportif béninois ont aussi été marqués d'ateliers stratégiques avec plusieurs groupes constitués. En groupe, c'est concentré essentiellement sur le rôle des alliés masculins dans la promotion de l'égalité, en l'occurrence l'implication des hommes, et un autre groupe s'est accentué sur donc tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faudra mettre en œuvre pour l'avenir des jeunes athlètes. À plusieurs heures de travaux à l'issue desquels elles ont eu à formuler des recommandations donc pour au profit donc des jeunes filles et femmes sportives. On va écouter ici l'une des panélistes. Nous avons eu des discussions de techniciennes qui ont montré et aussi donné des apports de solutions, mais aussi de non-techniciennes, je dirais, comme mon cas, où on a parlé plutôt de la communication, de la visibilité, parlé de rôle modèle pour inspirer des plus jeunes. Effectivement, les groupes de discussion que j'ai présidés avaient pour objectif de réfléchir autour du sujet comment préparer les leaders de demain, parce que lors de cet atelier aujourd'hui, nous avions beaucoup de jeunes. Donc, c'est pour qu'ils réfléchissent, qu'ils nous donnent des idées. Et c'était très intéressant parce que de ce qui est revenu dans ces groupes de discussion, c'était surtout comment les accompagner pour avoir confiance en soi, pour prendre la prise de parole en public, comment accéder à des postes à responsabilité, s'inspirer de ce qu'ils voient dans le quotidien et surtout commencer à prendre des petites responsabilités aujourd'hui comme être capitaine, coach adjoint, gérer des entraînements ou tout simplement demander à des arbitres à faire arbitre assistante pour vraiment commencer à prendre goût sur des postes à responsabilité très tôt. Celles qui étaient dans la salle, elles pourront repartir avec une solution qu'elles pourront mettre en place dans leur quotidien. Voilà donc en organisant cette journée de réflexion qui a rassemblé filles et femmes sportives, le Comité national olympique et sportif béninois entend jouer pleinement son rôle de catalyseur en créant des espaces d'expression et d'initiative. Candide, merci beaucoup pour la présentation de la page d'Espoir ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Candide. Prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, voici la rubrique économie. Aujourd'hui, on vous parlera de ceux qui sont à l'aise, en tout cas des pays à l'aise, dont les populations sont à l'aise. On va s'intéresser
à ce classement-là des pays les plus riches à travers le monde. C'est la curiosité donc de la rubrique économie de ce matin avec Jacques Degbé qui est déjà en ligne. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal Tropilin. Merci beaucoup d'avoir accepté ce matin à nouveau, comme tous les mercredis, de nous parler de sujets économie. On va donc s'intéresser à cette étude-là qui, ma foi, classe les pays à travers le monde par rapport justement à leur position économique. Et les choses, Jacques, n'ont vraiment pas changé dans le fond, hein. Il y a toujours les États-Unis en tête quand on prend le classement au plan mondial, devant des pays comme l'Allemagne, comme la Chine qu'on connaît, et dont on connaît aussi la puissance. Et quand on descend d'un cran sur le continent africain, c'est l'Afrique du Sud qui tient donc le devant des choses et joue le premier rôle. C'est bien cela, Tanguy, et c'est surtout ce que projette le World Economic Outlook, dans les perspectives de l'économie mondiale en français. Il s'agit d'un rapport trimestriel publié par le FMI, le Fonds monétaire international, qui analyse la situation économique mondiale, évalue les risques économiques, des prévisions de croissance, d'inflation et d'emploi pour les pays avancés, mais aussi pour les pays en développement. Selon le World Economic Outlook, donc, le FMI projette une croissance mondiale de 3,3% en 2028, une croissance en légère augmentation par rapport aux projections précédentes. Et avec cette perspective, vous l'avez dit, les États-Unis demeurent la première puissance économique mondiale avec un produit intérieur brut nominal projeté de près de 32 000 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. En 2028, loin devant la Chine, qui est aussi une grande puissance économique aujourd'hui, la Chine avec ses 20 651 milliards de dollars, alors que l'Allemagne ferme le podium avec 5 328 milliards de dollars de PIB nominal, l'Inde avec 4 756 milliards, le Japon 4 464 milliards sont respectivement 4e et 5e dans ce classement, le Royaume-Uni 4 226 milliards, et la France 3 659 milliards, est aussi solidement installé dans le peloton de tête. L'Italie, la Russie et le Canada complètent le top 8. Le Brésil, l'Espagne, la Corée du Sud, les Pays-Bas ou encore l'Arabie Saoudite figurent dans les 20 premiers. Voilà ainsi détaillé le classement des pays les plus riches du monde. Principale information à retenir, les États-Unis continuent d'être la locomotive de l'économie mondiale. Cependant, l'Amérique et la Chine dominent le classement mondial en représentant ensemble plus de 40% du PIB mondial. C'est-à-dire, ces deux pays, la Chine et les États-Unis, détiennent 4 piliers de la richesse mondiale. C'est très fort. Dans la zone Europe, l'Allemagne est en tête, suivi de la France et de l'Italie. Et vous l'avez dit, en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, sans surprise, qui est le pays le plus riche, la nation essentielle. Elle continue d'être la première puissance économique sur le continent. Alors Jacques, on ne va pas faire dans le nombrilisme, c'est sûr, on ne va pas être narcissique non plus, mais on va s'intéresser quand même à la situation du Bénin. Vous aviez été curieux, le Bénin n'est pas dans le top 20. Du tout, ça nous a un peu surpris parce qu'on a réalisé pas mal de performances économiques. Tout à fait, oui. On va jeter un coup d'œil sur le classement des pays africains pour être situé. Et ce qu'il faut déjà savoir est que le Bénin est 400 du top 20, comme vous l'avez dit. En 2026, c'est l'Afrique du Sud qui, et je le disais, domine les pays sur le continent africain avec 443,64 milliards de dollars de PIB nominal, talonné de près par l'Égypte, 399 milliards de dollars, le Nigeria, 334 milliards de dollars, l'Algérie, 284 milliards, le Maroc, 196 milliards. Complète sur le top 5 africain, derrière on retrouve le Kenya, l'Éthiopie, le Ghana, la Côte d'Ivoire et l'Angola, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Libye, le Sénégal ou encore le Mali qui se retrouve dans le top 20. Vous l'avez compris, on ne retrouve pas le Bénin dans ce rapport, c'est pas dans les 20 premiers. C'est bien dommage.
C'est vrai qu'on a réalisé les tests publics ces dernières années avec notamment une croissance de 7 ou 8%. Vous avez écouté le candidat de la mouvance présidentielle la dernière fois, mais ce classement vient rappeler et il faut encore travailler. Les bases sont déjà créées, la dynamique positive est instaurée ces dernières années, et si on reste sur cette lancée, eh bien, on pourra jamais le bilan des nations, c'est le continent africain. Et aussi, une leçon à retenir par de ce classement, c'est que le pays sur le continent africain est absent du top 20 mondial. L'écart est capital. Vous voyez, la politique qui est première nation africaine à 400 et quelques milliards de dollars comme PIB, alors que vous prenez par exemple la France qui est 7e, c'est 3 000 et quelques milliards de PIB. Le continent de façon globale a encore une par rapport aux nations. Veut dire que sur le continent, la pauvreté dicte vraiment sa loi. En tout cas, en comparaison, je dois dire, au niveau de vie des pays, notamment en Occident et aux grandes puissances. Le Bénin va continuer donc certainement à travailler pour booster son niveau de vie, son produit intérieur brut et sa capacité à influencer justement son économie et l'ordre sur le continent. Mais Jacques, vous dites qu'il faut faire très attention. La considération du PIB en tant qu'élément majeur, je dois dire, qui détermine ce classement, cette considération doit être prise avec beaucoup de pincettes. Oui, il faut vraiment faire attention, beaucoup attention, j'allais dire, en prenant le PIB, en tenant compte du PIB dans ce classement. Le PIB, c'est quoi? Le PIB mesure la valeur totale de la production des biens et services dans un pays sur une période donnée, souvent un an, reflétant la richesse créée, de la richesse produite aussi bien de la population d'un pays et par les étrangers. Ce qui pose souvent les calculs, puisque très souvent, les étrangers exportent leurs revenus dans leur pays respectifs. Donc la richesse produite dans un pays donné ne reste forcément pas dans ce pays et ne reflète pas au plus le niveau de vie, le profit pas au plus à cette population, aux populations de ces pays-là. Je donne un exemple. Allez-y. Dans notre pays, vous avez des Nigérians qui étaient les grands magasins, les Libanais, les Nigériens, vous allez à Dantokwa, vous allez à Paracou, ce sont eux qui étaient les grands magasins et qui participent, quoi qu'on dise, à la production de la richesse. Mais cette richesse-là, est-ce que ça reste forcément au Bénin? C'est un gros point d'interrogation. Les Libanais vont ramener les richesses chez eux, les Nigériens, en grande partie, vont ramener sa richesse chez elles. Même chose pour les Nigériens et d'autres ressortissants d'autres pays qui mènent des activités économiques dans notre pays. Même si on prend également les richesses naturelles en Afrique, nous avons le pétrole qui sera exploité. Ce sont les ressortissants d'autres pays qui viennent exploiter ça et ils les amènent pas forcément dans les pays. Donc finalement, alors qu'au moment de calculer le PIB, on sait qu'on est tout ça. Tout à fait. On dit vous avez produit 1000 milliards par exemple, alors que dans ces 1000 milliards, peut-être que ce sont les Libanais qui détiennent 200 milliards, et il y a les Nigériens qui ont 100 milliards, il y a les Nigériens, et vous vous rendez compte que finalement, ce qui revient au pays normalement, n'atteint plus les 1000 milliards, tout à fait. C'est une partie de 100 milliards, peut-être c'est n'importe quoi comme ça, c'est juste un exemple. Voilà pourquoi il y a d'autres indicateurs qui ont été créés par les économistes au moment de mesurer le niveau de vie réellement de ces populations, des Chili, PLD par exemple et autres. Bref, l'autre limite du PIB est qu'il ne tient pas forcément compte de la répartition des richesses, la fameuse prospérité partagée. Le PIB ne tient pas compte de la qualité de vie, du travail non rémunéré et des dégâts environnementaux par exemple. La conséquence de tout ceci est que vous pourriez bien avoir un PIB élevé et une croissance économique haute sans être un pays développé. Prenez l'exemple de l'Inde, qui a un PIB nettement plus élevé que celui de la France. Mais la France est nettement plus développée que l'Inde. Il y a aussi le facteur démographique. Vous avez la population indienne qui est nettement plus élevée, donc la richesse va être forcément, on va faire le calcul, plus élevée. La richesse globale va être plus élevée, mais au moment de regarder véritablement l'impact du développement des populations, on se rend compte qu'il y a encore un grand écart. Conclusion, c'est pour dire que le Bénin est absent du top 20, mais cela ne veut pas dire que le Bénin est moins développé que le pays africain qui se retrouve dans le top 20. Non. On peut bien être absent de ce top 20, de ce classement-là, et être plus développé comme le Mali, par exemple, que, c'est pas, il dit n'importe quoi comme ça, que les pays qui se retrouvent dans ce top 20, parce que nous avons déjà un PIB, une croissance économique qui permet véritablement de faire suivre les populations qui est
Jacques, vous êtes un professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications très bien détaillées. On va espérer que les Béninois continuent surtout à travailler sans relâche afin justement de continuer à hisser le Bénin à des positions assez honorables, que ce soit dans la sous-région ou que ce soit sur le continent et pourquoi pas dans le monde. C'est vrai que les derniers chiffres, notamment pour ce qui est du positionnement du Bénin au plan économique, de la sous-région sont assez, je dois dire, intéressants. Mais il va falloir continuer à cravacher dur, Jacques, pour continuer donc à construire ce Bénin que nous avons si tant. Allez, bonne journée à vous à Parakou, Jacques. Merci. Merci. Retour à Cotonou, mesdames et messieurs. Ça va être sans pause. Hein. On va faire un tour à la régie tout à l'heure. Et qu'est-ce qui vous attend là-bas? Vous avez un magazine découverte de 3 minutes que Augustin Vidécon va vous proposer avant même que vous n'alliez vers justement la magazine du jour qui vous proposera un peu ce qu'il faut faire quand vous avez envie de faire, mettons, un champ de canne à sucre. C'est une activité assez intéressante. On est allé la découvrir. Un acteur majeur s'y est accroché et y tire l'essentiel de sa subsistance. Juste après, on va revenir par ici pour le moment débat. Longtemps privées d'une eau potable disponible en continu, les populations de Nassi-Konzi, dans l'arrondissement central de Kalalé, commune de Kalalé, peuvent désormais bénéficier des retombées de l'accès universel à l'eau potable en milieu rural, l'une des politiques phares du gouvernement. J'ai grandi ici, j'ai connu le village. Le village était entouré d'eau, donc on l'appelle Nassi. Avant Olé-Laï, j'étais le premier vice-président de CRAD. Pendant la Révolution, je dirigeais les pompes à Bouka, à Sakabanzi, il y avait tout ça là. Non, ils sont à féliciter. Omilaye, depuis qu'il est rentré, ils n'ont pas entendu d'abord de bruit. Les femmes ils ont confiance en lui. Et moi, j'ai demandé à tirer l'eau. J'ai cru que c'était pour bouffer mes 10 000 francs. J'ai pris des achats pour le contrôler. Il a acheté tous une bière. Bon, le jour qu'il ne pourrait pas venir, s'il voulait refuser qu'il a pris les 10 000, il serait là. Donc on a confiance en lui. Et je dirais aux gens d'ici que je n'ai payé que 10 000 francs. Les détails sont là. Je vais leur présenter. Je vais faire les photocopies et leur distribuer ça. Et même pour le paiement là, la tonne, ça ne fait pas 600. La tonne. Donc j'ai tous les papiers. Je vais faire les photocopies. Comme d'habitude, je vais leur donner ça. À Nassi-Konzi, la satisfaction est manifeste. Au-delà du bien-être et des gains sanitaires, l'accès à l'eau potable transforme aussi la vie sociale de la localité. L'eau propre n'est que l'eau tirée à la maison. Moi, j'ai 2 garçons, 13 femmes. 13 filles, quoi. Les femmes de mes enfants, maintenant, n'ont plus puiser de l'eau. Le matin, il n'achète pas d'envoyer un enfant chercher de l'eau à la fontaine pour aller en classe en retard. Donc, à la maison, d'abord, il y a la paix. Maintenant, c'est les choses qui se parlent. En fait, dans le village, si vous allez voir un enfant nu, ouais, il y a changement. Chaussé même. Ouais. Et les filles, vous allez croire que c'est la fête dans le village. Rentrez dedans. Là, on ne va plus parler. C'est vous qui allez parler vous-même.
Nicolas est un jeune entrepreneur agricole, bien connu dans son Adjoum natal. Aujourd'hui, il nous amène découvrir son champ. C'est l'intersaison et les activités sont pour l'instant au ralenti. Mais le jeune entrepreneur tenait à nous y amener pour partager avec nous ses joies et ses peines ces 10 dernières années qui retracent son parcours plutôt atypique. Le chemin qui conduit à la plantation témoigne des efforts quotidiens consentis, des risques réguliers pris par ici et des peines subies aussi. Après 2 kilomètres de marche, sur un sentier aux pentes abruptes et difficiles, la petite expédition débouche sur le champ. C'est un vaste bas-fond de 25 hectares où se produisent aujourd'hui 2 spéculations. Mais il a fallu d'abord engager des travaux d'aménagement. Un premier gros défi face aux jeunes sans moyens alors. C'est un bas-fond où l'eau était là, il y avait la boue. À notre arrivée en 2014, on a tracé un canal d'eau qui conduisait l'eau sur 3000 mètres, ce qui a fait que le sol est devenu un peu solide et nous avions commencé par produire de bananiers plantains et de la canne à sucre. Et quand vous plantez une bouture, vous avez à la sortie, vous avez jusqu'à 7 à 8 pieds qui peuvent sortir. Et ces 8 pieds vont rester pendant 6 mois. Après 6 mois, vous les coupez. C'est comme ça d'autres aussi vont encore sortir. Et il faut couper pendant au moins 4 fois. D'abord avant d'enlever la source principale et repiquer une autre bouture. Sur un hectare, nous avons 400 pieds de bananiers plantés. Et les 400 pieds, chaque année, ça donne. Puisque la première fois que nous avons planté, 9 mois après, on les a coupés. Quand on a coupé, il y a encore d'autres qui sortent. Et ceux qui sortent, nous essayons de conserver au moins 4 par trou, parce que ça sort jusqu'à 8, jusqu'à 10. Donc c'est de là, on enlève d'autres plants pour vendre ou bien pour et donner à d'autres personnes. Et la première plantation, nous avons récolté les 400 régimes. Mais après ça, chaque année, ça augmente. Ça augmente selon le nombre de pieds chaque année. Pour la canne à sucre, c'est la même chose. Parce que quand vous plantez, ça sort. Et quand ça sort, ça peut sortir 4 jusqu'à 8 pieds. Donc quand ça sort jusqu'à 8 pieds pour une bouture, c'est que c'est pour vous les 8 pieds. Et vous les coupez, vous les vendez. Le pied est vendu ici à 100 francs l'unité. Donc sur chaque bouture, vous vendez au moins pour 700 ou 800 francs CFA. La plantation et le suivi, ce sont les 2 étapes très importantes parce que le suivi, il faut, quand vous plantez, 2 mois après, vous devez venir désherber et enlever à chaque fois que vous voyez que les feuilles sont secs, vous les enlevez. Puisque les feuilles secs, il faut les enlever pour que ça puisse évoluer. Donc, si vous n'enlevez pas les feuilles, là, vous allez utiliser comme vous allez les utiliser comme des boutures à repiquer après. Si on n'enlève pas les feuilles. Mais si vous enlevez les feuilles, ça devient gros et ça prend de la valeur.
il y a des trous dedans. Ici, c'est le canal d'eau qui conduit l'eau. Quand il pleut, quand l'eau de ruissellement descend, ça rentre dans les canaux. Il y a plusieurs canaux ici. Oui, ça gratte. Ça gratte. Vous voyez, ici maintenant, on a déjà enlevé les feuilles. Ici, vous voyez, on enlève les feuilles. Quand on enlève les feuilles, ça devient de plus en plus gros. Ça devient de plus en plus gros. Ici maintenant, on peut couper ça. Voilà. Pour couper, il faut faire en sorte qu'on ne donne pas deux coups. On coupe là, comme ça. Ici maintenant, vous allez voir, il y a encore d'autres qui peuvent sortir. Ici, regardez ici, ça va sortir. Ici aussi, ça va sortir. Ici, déjà, ça sort déjà. Ça sort déjà. Donc ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4 et ça fait 5. C'est comme ça, ça va sortir. Ça, on peut manger déjà. Ouais, ça va être doux là maintenant. Ça va être doux, oui, c'est déjà bon. C'est déjà prêt pour la vente. Oui, comment est-ce qu'on reconnaît que c'est déjà prêt pour la vente? Oui, ça fait déjà, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Ici maintenant, on a déjà coupé 1, 2. Ça fait c'est la 3e fois maintenant qu'on veut couper. Ici maintenant, c'est une seule tête qui était plantée, une seule boutique qui était plantée. Mais quand on compte maintenant, c'est plus de 10 que nous avons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tout le travail est donc au début. Préparer le terrain en y investissant à la fois dans sa transformation physique et sa texture, mais aussi dans son conditionnement technique et son enrichissement. Cela a pris à Nicolas plus de 75% de son capital qu'il avait apprêté. Mais l'autre défi reste la main-d'œuvre. Nicolas s'est obligé à collaborer. Ici, j'ai 2 responsables qui suivent l'activité ici. Mais les ouvriers, c'est des ouvriers occasionnels que nous prenons de temps en temps, selon la demande d'activité. Donc, ici maintenant, ça là, on peut jeter comme on peut encore replanter. On peut encore replanter et ça va donner. Il y a les jeunes mal intentionnés qui essaient de venir peut-être prendre quelques pieds pour manger, ça c'est pardonnable. Mais ceux qui viennent voler en gros, on a pris des dispositions. On a pris des dispositions. Oui, il y a des gardiens physiques comme des gardiens spirituels. Et si tu viens ici, vous pouvez constater, si tu viens ici sans notre avis, quand tu prends, tu seras dedans. C'est le jour où on vient que tu vas quitter. En absence d'eau, à une longue durée, ça ne donne pas. Donc, il faut que la zone soit humide. Donc, la plus grande difficulté, c'est comment faire pour retrouver le site approprié. Si vous avez ça, le reste, il faut chercher les boutures, il faut chercher la main-d'œuvre. C'est vrai que la main-d'œuvre, ça devient de plus en plus rare, mais quand même, on essaie de trouver, comme c'est un milieu rural, on essaie quand même de trouver. C'est un investissement très rentable parce que quand vous produisez,
la première récolte, vous avez au moins 3 à 4 récoltes à faire avant que ça, le taux de sucre qui est dedans, ça diminue. Quand vous voyez que le taux de sucre a complètement diminué, vous allez enlever les premières souches là et vous allez repiquer d'autres boutures. Si vous voulez récolter, c'est à partir de 6h30 à 10h. Si vous dépassez, si le soleil se lève, ça devient très compliqué de marcher dedans, de circuler dedans parce que les feuilles ont des brebis où quand ça touche le corps, ça gratte le corps. Et vous pouvez revenir à 17h30, 18h jusqu'à 19h30, 20h par là. Nicolas veut bien continuer à étendre son champ de canne à sucre. Mais en plus des moyens qui lui font défaut, il faut une main-d'œuvre de confiance. C'est d'ailleurs le plus difficile à trouver ici, selon ses confidences, du haut de sa quinzaine d'années d'expérience, qui lui ont permis d'essayer plusieurs spéculations et activités agricoles. Le piment, la tomate, l'ananas, la pisciculture et bien d'autres. Aujourd'hui, Nicolas veut passer à une autre étape. Je suis en quelque sorte consultant et on organise et comment faire pour amener d'autres personnes à aimer la terre, à investir, à sécuriser leur investissement dans la terre. Donc, c'est un peu ça, ce à quoi je me mets maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui ont des domaines, des vastes domaines, mais qui restent inexploités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'autres qui n'ont pas de temps. C'est manque de temps. Ils ont les moyens, mais ils n'ont pas de temps. Il y a d'autres, ils ont les moyens, ils mettent les moyens dans la main des gens qui ne sont pas des professionnels de l'activité et les sous vont en l'air. Donc, d'autres s'énervent et ils abandonnent l'activité. Nous ne pouvons pas évoluer en négligeant ou en abandonnant nos espèces locales. Parce que c'est des espèces qui n'ont pas assez d'exigences, mais qui sont rentables. Et la rentabilité qu'on nous enseigne dans les lycées, dans les universités agricoles, ce sont les rentabilités des autres espèces. Ce ne sont pas les rentabilités de nos espèces. Et dans les lycées, les universités agricoles, on nous amène à décourager, à nous déconseiller même nos espèces. Nous mettons vraiment l'accent sur la promotion des espèces locales, ce qui fait qu'on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Parce que si quelqu'un veut se lancer dans la pisciculture, dans la production agricole aujourd'hui, on va même chercher les semences OGM. Donc, alors que nous autres, nous ne sommes pas dans ce schéma. Sur les différents sites d'activité de Nicolas, on ne produit que bio, que cela soit dans la production animale ou végétale. Son choix de ne faire que dans les spéculations locales lui ont valu quelques inimitiés. Mais depuis, l'homme assume ses choix et avance vaille que vaille. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Au
Occupation illégale égale danger. Électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Longtemps privées d'une eau potable disponible en continu, les populations de Nassi-Konzi, dans l'arrondissement central de Kalalé, commune de Kalalé, peuvent désormais bénéficier des retombées de l'accès universel à l'eau potable en milieu rural, l'une des politiques phares du gouvernement. J'ai grandi ici, j'ai connu le village. Le village était entouré d'eau, donc on l'appelle Nassi. Avant Olé-Laï, j'étais le premier vice-président de Kral. Pendant la Révolution. Je dirigeais les pompes à Bouka, à Sagabanzi, il y avait tout ça là. Non, ils sont à féliciter. Omilaye, depuis qu'il est rentré, ils n'ont pas entendu d'abord de bruit. Les femmes ils ont confiance en lui. Et moi, j'ai demandé à tirer l'eau. J'ai cru que c'était pour bouffer mes 10 000 francs. J'ai pris des achats pour le contrôler. Il a acheté tous une bière. Bon, le jour qu'il ne pourrait pas venir. S'il voulait refuser qu'il a pris les 10 000, il serait là. Donc on a confiance en lui. Et je dirais aux gens d'ici que je n'ai payé que 10 000 francs. Les détails sont là. Je vais leur présenter. Je vais faire les photocopies et leur distribuer ça. Et même pour le paiement là, la tonne, ça ne fait pas 600. La tonne. Donc j'ai tous les papiers. Je vais faire les photocopies. Comme d'habitude, je vais leur donner ça. À Nassi-Konzi, la satisfaction est manifeste. Au-delà du bien-être et des gains sanitaires, l'accès à l'eau potable transforme aussi la vie sociale de la localité. L'eau propre n'est que l'eau tirée à la maison. Moi, j'ai 2 garçons, 13 femmes. 13 filles, quoi. Les femmes de mes enfants, maintenant, n'ont plus puiser de l'eau. Le matin, il n'achète pas d'envoyer un enfant chercher de l'eau à la fontaine pour aller en classe en retard. Donc, à la maison, d'abord, il y a la paix. Maintenant, c'est les choses qui se parlent. Entrez dans le village, si vous allez voir un enfant nu, ouais, il y a changement. Chaussé même. Ouais. Et les filles, vous allez croire que c'est la fête dans le village. Rentrez dedans. Là, on ne va plus parler. C'est vous qui allez parler vous-même. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons avec le recul constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que
les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Arens-Oglele lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part du citoyen un certain comportement. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit presse. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. Nous sommes de retour pour nos moments d'échange ce matin. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour. Bonjour Tanguy. On va parler de la fortune que réserve le candidat Ouaddahi aux médias. S'il était élu au soir du 12 avril prochain. Samedi dernier, l'homme a dévoilé ses idées et intentions en tant que président s'il était élu. Eh bien, on a eu l'honneur et le bonheur peut-être aussi, enfin, ça reste à approuver après. On a eu en tout cas l'honneur d'avoir figuré dans les priorités, le riche, dans les priorités du candidat Ouaddahi. Oui, absolument. Vous le savez, qu'on le veuille ou non, la presse est carrément un métier transversal. Nous sommes au carrefour de toutes les autres professions, puisque quand nous parlons, nous ne parlons pas que pour une profession ou pour un secteur donné, nous abordons de façon générale et holistique tous les secteurs. Et par conséquent, la presse doit être prise en compte dans ce projet de société. Et quand je jette un coup d'œil sur le projet tel que présenté par le candidat Romuald Ouaddahi, je retiens juste trois choses fondamentales. La première chose, c'est qu'il met un accent particulier sur la lutte contre la désinformation. Et je pense que c'est d'actualité, c'est très important d'ailleurs. Le deuxième point, je constate qu'il parle d'un accord avec les médias pour la création de contenus éducatifs. Quand on parle de contenu éducatif, effectivement, le peuple en a besoin. Vous savez, pendant longtemps, nos télévisions, nos radios, nos presses écrites sont beaucoup plus focalisées sur le débat politicien. Et parfois, même certaines franges de la société ne se retrouvent pas dans les contenus qui sont présentés par les médias. C'est comme s'il y a une frange qui est prioritaire, une frange qui est privilégiée, et alors qu'il y a une autre frange qui en a besoin, qui a soif de connaissances, d'informations et de formation. Donc je pense que c'est très bien vu de parler de la production, de contrats avec les médias pour des contenus éducatifs.
Et le troisième aspect, j'ai remarqué que le candidat Wadani met beaucoup plus l'accent sur le numérique. Le numérique, pourquoi c'est d'ailleurs la nouveauté, c'est d'ailleurs l'avenir de la presse. Même les journaux, les médias que nous connaissions, classiques, qui étaient beaucoup plus sur papier, sur format papier, sur télévision, carré, en se disant c'est juste la télévision. Non. Aujourd'hui, tous ces médias ont choisi la voie du numérique pour pouvoir perpétuer leur contenu. Quand vous voyez aujourd'hui une télévision ou une radio qui n'a pas de site internet, qui n'est pas en ligne, il y a un gros problème. Ce média ou cette presse, cet organe de presse aura du mal à partager son contenu avec beaucoup. Donc j'ai remarqué que c'est beaucoup plus le contenu qui intéresse Romuald Wadani dans son projet de société, bien évidemment. Donc, sur ces trois aspects, moi, j'estime qu'il y a d'autres aspects, il y a des déclinaisons, certes, mais ces trois aspects, j'estime que c'est les fondamentaux qui nous fait ressortir dans son projet de société. Eric? Non, je pense que dans ce que le candidat a proposé, on peut comprendre aisément qu'il a à cœur les questions de liberté et de démocratie, parce que c'est dans ce chapitre qu'on a placé toutes les propositions relatives au secteur des médias. Et pour ce qui concerne les médias de façon spécifique, il souhaite avoir des médias fiables, justement. Et cela passe justement par ce qu'il a décliné dans les détails dans son document. On comprend bien qu'avec lui, il souhaite que nous mettons l'accent sur des contenus éducatifs. Et c'est pour ça qu'il voudrait mettre en place justement je dirais cet accord entre État et les médias pour que des contenus éducatifs soient davantage produits pour sans doute sensibiliser, éduquer nos concitoyens. Il a sans doute fait un constat de ce qu'à ce niveau, il y avait un déficit, ce qu'il voudrait véritablement changer. J'ai noté aussi le mécanisme de la mesure d'audience qu'il souhaite mettre en place. Je pense que pour les quelques rares initiatives que nous avions eues dans le domaine, c'est d'ordre privé et c'est arrivé une ou deux fois. Ce qui fait qu'on travaille, mais on ne sait pas ce qu'on représente, on ne sait pas qui est qui fait quoi et qui pèse quoi. Parfois, il nous arrive dans des échanges avec des partenaires qui vous posent la question, mais votre média, quelle est sa part d'audience, quelle est la cote de votre média dans votre pays? Et on s'imagine qu'en posant la question, ils voudraient avoir des réponses, parfois même des chiffres, qui puissent leur permettre de positionner soit un produit, un message en fonction de votre audience. On n'a pas ce mécanisme-là. Et c'est vrai que ça a été libellé, on n'a pas les détails, mais je voudrais souhaiter qu'à l'instar de ce qui se fait en Côte d'Ivoire, de façon régulière, que l'autorité qui sera choisie pour faire ce travail, que cela soit, je dirais, en parfaite symbiose avec les acteurs des médias pour que le travail soit vraiment crédible, justement, et de façon participative. C'est assez important. Je pense que c'est une nouveauté de voir un candidat qui a à cœur la mesure d'audience des médias. C'est vrai que dans le domaine, quand nous prenons les problèmes que nous avons dans les moindres détails, on n'a pas une lecture fixe de ce que le candidat propose, comme Ulrich l'a sans doute relevé. C'est sans doute les grands axes de ce qu'il propose et qu'en détail, il a sans doute encore dans sa tête d'autres actions à mener à l'endroit des médias. Parce que je voudrais aussi que ce souci affiché qu'il a de voir des artistes s'épanouir dans notre pays, que justement, il jette aussi un regard sur la vie de journaliste. Il n'est pas rare de voir dans des groupes WhatsApp des cotisations qui sont lancées pour venir en aide à des journalistes qui sont en situation de santé et qui sont à l'hôpital et qui ont du mal justement à bénéficier des soins de qualité. Jusqu'à quand on va continuer justement par traîner ce problème de prise en charge des journalistes dans le pays? Ça a toujours meublé des communications, des débats, mais jamais on n'est allé plus loin que ça. Donc, je ne le dis pas parce qu'il a souhaité mettre en place un programme pour quelques artistes avec des critères bien définis, mais je pense que le problème se pose aussi dans le rang des journalistes. Alors, bon, c'est vrai que
déjà c'est un honneur, je continue de le dire, hein, d'avoir un candidat à la présidentielle qui prend du temps pour réfléchir à qu'est-ce que la presse devrait être. C'est vrai que ce n'est pas une première fois. D'ailleurs, celui à qui il va succéder, si tout allait bien, le 12 avril prochain, celui-là aussi a pensé justement à la presse avec, j'avoue, de très belles idées. Mais on n'a pas bougé. Alors, faut-il faire confiance maintenant, quand on a été échaudé pendant 10 ans et qu'on a vu ce à quoi ça a ressemblé, il aurait... Je comprends votre inquiétude, vous le savez. On dit très souvent la promesse électorale n'engage que ceux qui y croient. Le naïf qui y croit. Mais ceci n'empêche pas d'espérer. Vous savez, la seule chose qui nous fait survivre, c'est l'espérance. C'est l'espérance. C'est vrai qu'avec le président sortant, nous avons entendu parler d'une meilleure professionnalisation de la presse. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup de choses qui ont été promises, mais que nous n'avons pas vues. Ça, c'est vrai. En tout cas, singulièrement pour la presse, j'avoue, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose qui a été fait vraiment sur les 10 dernières années au profit et essentiellement de la presse. Le problème, c'est qu'on a vu un fonds d'aide à la presse, un projet plutôt de fonds d'aide à la presse, qui a tourné dans les arcades de la HAC pendant longtemps. Bon, je peux dire que c'est un semblant de début, mais il vaut mieux toujours espérer quelque chose qui semble démarrer que de ne rien voir du tout pour se projeter à l'horizon. Donc je dis, quand nous regardons tout ceci, ce qui a le plus fait mal pour ces 10 dernières années, ce sont les ressources financières des médias. Tous les médias, tous les organes de presse en ont parlé. Et vous avez vu un peu le système de contrat qui a été rompu, qui ne permet véritablement plus aux organes de presse de faire face aux charges. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie des handicaps de la profession. J'ai lu dans le projet de société de Romuald Wadani, quelque part, il a bien parlé du renforcement des ressources financières des médias. Je veux bien savoir comment cela va se faire. Parce que c'est un vœu qui est attendu de pied ferme par tous les promoteurs d'organes de presse et aussi tous les journalistes professionnels des médias, pas que journalistes, techniciens de presse aussi. Donc ça, c'est un aspect très important sur lequel les professionnels des médias seront très regardants. Et si le candidat Romuald Wadani venait à être élu, c'est sûr que c'est l'un des points sur lesquels la presse lui rappellera ses engagements. Et l'autre chose, j'ai vu un projet de société qui met beaucoup plus l'accent sur la production. La production, pourquoi? Vous savez, nous avons vu à un moment donné, pendant les 10 dernières années, à un moment donné, nous avons même décrié ici une sorte de relais simple, de simple relais d'information gouvernementale. Et il est arrivé d'un moment où nous avons vu beaucoup de journaux siamois qui sortent les mêmes titres, répétant pratiquement mot pour mot ce qui est envoyé, que ce soit par une tierce personne, pour communiquer. Je suis d'accord qu'on communique, mais il faut qu'on produise pour aider les populations à mieux comprendre. Mais ce n'est pas par défaut de formation, ce que Ulrich évoque. C'est fait, je dirais, en tout état de cause. Et puis, on sait que, vraiment, on sait parfaitement ce qu'on fait. C'est bien, justement, de relever ce que le candidat propose pour ce programme de formation à l'endroit des médias pour constituer un vivier de professionnels polyvalents, tel qu'il le dit dans son document. Je voudrais revenir sur cette parenthèse avec ce qui avait été, je dirais, comme une promesse de Patrice Talon pour le secteur des médias. On peut conclure aujourd'hui que dans l'exercice du pouvoir, les priorités ont peut-être changé. Vous savez, nous sommes des journalistes et nous jouons un rôle dans le pays, mais en même temps, nous sommes des citoyens et puis nous profitons des autres services qui ont été développés sous la gouvernance de Patrice Talon. Et que, au même moment où on a vu tous ces changements, il faut se rendre à l'évidence que peut-être que la situation des médias n'était plus la plus grosse préoccupation du gouvernement ou la priorité entre l'accès à l'eau potable, les infrastructures, les marchés, les stades et tout ce qu'on a vu ces 10 dernières années. Voyez-vous, si entre-temps la promesse était tenue
et que le problème ou les préoccupations des médias étaient réglées dans leur globalité et qu'on n'a pas du tout avancé sur les autres chantiers. Je suis sûr que d'une façon ou d'une autre, on dira que le bilan est mauvais, je pense. Avec Romuald Ouadani, je pense que dans la continuité de ce qu'il évoque de l'héritage de Patrice Talon, il a plus de chances et plus de possibilités justement de prendre à cœur la question des médias, parce que à lui, on ne va pas lui trouver d'excuses de s'occuper des situations plus préoccupantes justement que le secteur des médias, dans la mesure où les fondements sont déjà là, la base est déjà là, le chemin est tracé, comme lui-même il a relevé que notre chance d'avoir eu un Patrice Talon à la tête de notre pays ces 10 dernières années et qui a déjà fait un travail. Donc on peut, dans cette façon de voir les choses, accorder du crédit à sa promesse et espérer que une fois élu, justement, il puisse tenir justement sa promesse. Et je pense aussi que dans la continuité de ce qu'il propose pour les médias, on a remarqué aussi un accent particulier sur les créateurs de contenu. Voilà, et puis ça veut dire qu'on veut davantage avoir dans notre pays des créateurs de contenu professionnels qui seront outillés, justement. Il y a même la création d'un espace, d'une zone pour davantage leur permettre de travailler. On peut être jaloux en tant que journaliste que les créateurs de contenu soient si garvés de promesses et de tout. Mais je pense que c'est le Bénin qui gagne si entre le travail que faire un journaliste à côté, un créateur de contenu peut aussi apporter sa touche. C'est l'image du pays qui évolue. Merci beaucoup à vous. Il est 8h57 à Cotonou. Merci pour les contributions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À toutes et à tous, bonjour. On démarre par Fraternité, qui évoque un rebondissement majeur sur la scène politique béninoise. À 3 semaines de la présidentielle du 12 avril, Chabi Yayi, fils de l'ancien chef de l'État Thomas Boni Yayi, a annoncé son soutien à Romuald Ouadani, candidat désigné de Patrice Talon. Une décision inattendue révélée ce 24 mars à Jeune Afrique, qui intervient dans un contexte de fortes turbulences au sein de l'opposition. Ce ralliement marque, selon le quotidien, une rupture nette avec le parti Les Démocrates que Chabi Yayi a quitté le 4 mars. Le matinal précise que pour le fils du prédécesseur de Patrice Talon, il s'agit d'un choix de raison, vu que Romuald Ouadani, à ses dires, serait un ami de vieille date. Beaucoup se demandent, poursuit le Canard, si ce soutien n'implique pas ipso facto celui de son père Boni Yayi, qui jusque-là n'a encore fait aucune annonce officielle, quand bien même le ministre d'État Romuald Ouadani a confié dans un récent entretien qu'il a accordé à Jeune Afrique avoir reçu sa bénédiction pour sa candidature. Ce ralliement de Chabi Yayi à la vague Ouadani intervient dans un contexte de crise au sein du parti LD au lendemain de son conseil national tenu lundi 23 mars 2026. L'événement précis rapporte que face aux spéculations sur une supposée désignation d'un nouveau président, le président intérimaire Éric Roundété est monté au créneau pour rétablir les faits et appeler au respect des tests. Selon ce dernier, la session du Conseil national a été marquée de tensions et de sauts d'humeur, sans oublier l'influence de personnes de l'ombre sur certains participants. Il affirme avoir levé la séance face à des perturbations conformément à ses prérogatives et dénonce une tentative de passage en force visant à procéder à des nominations en violation des tests du parti. Éric Roundété reste et demeure le président par intérim du parti Les Démocrates, a-t-il martelé, précisant qu'une session extraordinaire sera convoquée pour désigner un nouveau président dans les normes requises.
En face, le matinal pointe que le camp Nourenou à Tchadé soutient qu'aucun obstacle législatif n'a entaché le processus ayant abouti à l'élection du nouveau président qui, selon eux, est conforme aux tests et règlements du parti. Une configuration qui rappelle le scénario d'un monstre à deux têtes où cohabiteraient deux autorités rivales au risque de plonger durablement la formation dans l'instabilité, analyse le journal. En attendant l'issue de cette friction, Fraternité fait un focus sur le programme de société du duo candidat à la présidentielle du 12 avril, Ronkpe Rouanou. À travers ce projet baptisé « Rebâtir ensemble la fierté béninoise », Paul Ronkpe s'engage dans une rupture avec le passé. Le candidat de la FCBE prône au décryptage du quotidien de Ménotin la réconciliation, mais également un modèle de développement autour de l'humain et la participation de tout le monde. Ces grands chantiers sont la santé, le social, l'éducation, l'économie, le sport et l'agriculture. À 100 lieues du jeu politique, la Nouvelle Tribune signale que la phase de relocalisation du marché d'Antopa se déroulera du 13 avril au 2 mai 2026. Elle sera suivie de l'ouverture progressive de plusieurs infrastructures destinées à accueillir les commerçants. Le calendrier communiqué par l'ANAGEM prévoit une ouverture par étape des nouveaux sites marchands. Le marché de Wando, situé à Porto Novo, doit ouvrir ses portes le 25 avril. Le centre commercial Galerie Marchande de Kourounou le 9 mai, tandis que le nouveau marché de gros entrera en service le 19 mai, précise le Canard. Terminons, mesdames et messieurs, par l'événement précis et des nouvelles de la Criette. Le feuilleton judiciaire impliquant l'ancien député du parti Les Démocrates, Soumaïla Sounon Bokeh, a connu une étape décisive ce mardi 24 mars 2026. Devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le ministère public a rendu ses réquisitions. Le parquet a réclamé une peine de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 10 millions de francs CFA à l'encontre de l'ancien parlementaire. Fin de la revue de presse de ce mercredi 25 mars 2026.